Bonjour à toutes et à tous, heureux d'être de retour parmi vous pour ce nouveau webinaire dédié au marché de taux en euros. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, comme à mon habitude, je vais rappeler un peu ce qui s'était passé le mois dernier. C'est vrai qu'on avait rappelé que les derniers indicateurs macro, notamment la croissance et l'inflation, continuaient à plaider pour une faveur en baisse des taux, notamment de la part des banques centrales. Pour autant, le marché ne misait pas sur une détente immédiate, à très court terme du moins. On avait également vu dans ce contexte que le niveau atteint par les taux redonnait un attrait marqué pour l'obligataire. Le portage redevenait significatif et puis la classe d'actifs retrouvait un peu sa place naturelle dans les allocations. Et enfin, reste un élément clé, cette période d'incertitude qui, vis-à-vis du scénario central qu'on peut avoir, peut amener à être un peu biaisé, enfin du moins changé. Et c'est aujourd'hui c'est ce sur quoi on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec vous. Absolument. Alors, on a effectivement dit qu'il pouvait y avoir des surprises et le mois de janvier n'a pas été avare en surprises. Ce que l'on peut noter, on l'a intitulé ici le tumulte du monde ou les tumultes du monde parce qu'il y a eu pas mal d'événements au cours du mois qui ont défrayé la chronique. A commencé par le Venezuela, on s'est avec à peine remis des fêtes et l'enlèvement de Maduro. Alors, on a l'impression que c'était il y a longtemps, mais c'était simplement il y a quelques semaines de ça. Et on a l'impression que c'était il y a longtemps parce que depuis, on a eu encore pas mal de choses, dont l'affaire du Groenland et les menaces de Trump, puis le retrait finalement face aux Européens. Et aujourd'hui, on est encore dans une nouvelle phase avec de conflit avec l'Iran, dont on ne sait pas très bien quelle sera l'issue, et de grandes et magnifiques armadas qui sont envoyées en Iran, mais en attendant, des Iraniens qui souffrent sous les coups du régime. Donc on voit, l'actualité géopolitique n'est pas avare en événements. Et tout ça crée une incertitude très forte pour les mois qui viennent. Ce qui est surprenant, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que les marchés, finalement, se sont en quelque sorte un peu habitués à ce tumulte. On remarquera d'abord que derrière ces trois événements, que ce soit le Venezuela, le Groenland ou l'Iran, il y a Donald Trump. Et les marchés se sont en quelque sorte habitués aux déclarations et aux agissements de Donald Trump qui peuvent parfois, voire souvent, être surprenants. Et on remarque sur les graphiques que vous avez sous les yeux des courbes de taux des emprunts d'État français et allemands, que lorsqu'on regarde les courbes rouges, qui sont les courbes de taux telles qu'elles sont aujourd'hui, et les courbes jaunes, qui sont celles que l'on avait à la fin décembre 2025, eh bien, il y a finalement très peu de mouvements. Et cela reflète bien le fait que, au-delà de tout ce tumulte, au-delà de tous ces événements, les marchés conservent un certain sang-froid et essaient de ne pas réagir de manière trop épidermique. On a la même chose sur la courbe des taux américains, où là, les taux ont quelque peu monté, pour des raisons qui sont propres au marché américain, mais là aussi on voit qu'il n'y a pas d'affolement et pas de mouvement intempestif. On a eu des mouvements plus importants en revanche sur en particulier les métaux précieux et sur l'énergie. Vous avez ici les graphiques sur un an de l'once d'or et du pétrole, du baril de pétrole. Vous voyez la progression très importante de l'once d'or qui est liée à ce qu'on a pu appeler la dédollarisation, le fait que l'attitude de l'administration américaine a pu amener certains pays à essayer de se libérer de l'emprise du dollar, puisque chaque fois qu'on utilise le dollar, on est soumis au diktat des États-Unis.
Et donc, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit la Russie et d'autres pays dits du Sud, ont essayé de se libérer un peu de la contrainte dollar, d'où un report sur d'autres supports comme l'or et cet envolé de l'or. Sur le pétrole, on a un mouvement constant depuis maintenant, en fait, depuis 2022, qui avait vu la forte poussée du baril à la suite de l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine. On a un dégonflement du prix du pétrole qui s'est poursuivi sur les 12 derniers mois. Et puis des soubresauts dernièrement liés aux événements un peu du Venezuela, mais surtout de ce qui se passe, lié à ce qui se passe en Iran, puisqu'il y a un risque de blocage du détroit d'Ormuz et donc qui fournit 20% d'obstacles au libre commerce du pétrole. Et on sait à quel point cette région est importante pour le pétrole. Pour autant, là aussi, on a eu une certaine détente, puisque Donald Trump a annoncé que son candidat pour la présidence de la Federal Reserve, qui doit changer prochainement, sera Kevin Warsh. Kevin Warsh, qui n'est pas nécessairement très connu jusqu'à présent, a un profil plutôt orthodoxe en matière de politique monétaire. D'abord, c'est quelqu'un qui a eu un parcours assez important dans ce domaine-là, et donc il a une expérience certaine, puisqu'il a été à la Maison-Blanche un conseiller de Bush. Il a été déjà gouverneur de la Fed et participé donc au conseil de politique monétaire de la Federal Reserve par le passé, même si c'était il y a déjà quelque temps. Et donc, il a un background, un profil technique qui est à la fois reconnu et certain. Et donc, du coup, il continuera à garder une certaine impartialité comme ce qui pouvait être reproché. Voilà, d'une manière, effectivement, sur le plan de la politique monétaire, son attitude, traditionnellement, est plutôt assez orthodoxe. Il est pour une discipline monétaire claire en face de l'inflation. Ça peut paraître paradoxal compte tenu des positions de Donald Trump qui, lui, pousse à une baisse très forte des taux. Mais en réalité, Kevin Warsh a surtout milité contre le quantitative easing, c'est-à-dire le fait pour la Fed de racheter des obligations d'État sur le marché. Et plus récemment, il s'est prononcé en faveur de baisse des taux. Donc, une politique monétaire plus accommodante sur les taux courts et, en revanche, une attitude plus orthodoxe sur l'achat de titres et le quantitative easing, donc sur la partie longue de la courbe. Donc, cette désignation de Kevin Warsh comme candidat a plutôt calmé les marchés, même si il reste une incertitude parce qu'il faut encore que cette candidature soit validée par le Congrès. Le résultat pour les marchés, ça a été un plongeon assez fort de l'or, puisque on a considéré que la crédibilité du dollar, l'indépendance de la Federal Reserve pouvait être préservée par cette nomination de Kevin Warsh. Donc là aussi, on a un marché qui est revenu un peu plus au calme. Et sur le marché du pétrole, on a eu aussi une accalmie du fait de l'entrée en négociation des États-Unis avec l'Iran. Et donc, on ne sait pas très bien aujourd'hui si on va aboutir soit à une négociation et donc pas d'action militaire, ou au contraire, si cela va passer par une action militaire, mais dans l'attente
les prix du pétrole sont revenus à des prix beaucoup plus bas. Sur le dollar, donc le dollar s'était beaucoup déprécié sur les 12 derniers mois, mais avait atteint un peu un palier aux alentours des 1,18. On a justement ces risques de guerre en Iran, un décrochage du dollar un peu plus important par rapport à l'euro. Et puis finalement, à la fois à nouveau cette désignation de Kevin Warsh et puis le fait qu'on soit plutôt dans une phase de négociation, semble-t-il, avec l'Iran, ont ramené le dollar à son niveau précédent. Tout cela pour dire que les marchés, finalement, au-delà de tous ces remous géopolitiques, en reviennent quand même aux fondamentaux de l'économie pour se positionner. Et les fondamentaux de l'économie, ils n'ont pas radicalement changé par rapport à tout ce que l'on indiquait les mois précédents. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une situation de croissance, certes pas spectaculaire, mais de croissance quand même, aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro. Les derniers indices PMI qui ont été publiés, donc indicateur avancé de la croissance, ont été de 51,5 en zone euro et 52,8 aux États-Unis. Or, on sait qu'au-dessus de 50, on est en phase de croissance. Donc, ce ne sont pas des chiffres, encore une fois, spectaculaires, mais ils reflètent quand même une situation de croissance. Le marché du travail américain, lui aussi, est relativement stable. Même si on a pu avoir quelques déceptions du côté des créations d'emplois. D'abord, on a des chiffres qui, pour l'instant, compte tenu des shutdowns et autres aux États-Unis, peuvent être sujets à caution. Et globalement, on n'a pas un marché du travail qui est en période de dégradation affirmée, ni de tension affirmée. D'accord. Donc on reste à un niveau assez stable. Tout cela conduit à une inflation qui là aussi reste assez sage. On a eu il y a quelques heures le chiffre de l'inflation pour la France qui est tombé à 0,3, donc une inflation proche de 0, bien en dessous des objectifs de la BCE qui sont à 2%. Mais globalement, on a une inflation en zone euro qui est aux alentours des 2%, à 1,9, légèrement en dessous, et une inflation sous-jacente en zone euro, c'est-à-dire hors prix de l'énergie et des produits alimentaires frais, qui a plutôt tendance à baisser et qui est aux alentours de 2,3, donc assez proche, là aussi, de la cible des 2%, et qui a tendance à la rejoindre. Même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, on aurait pu craindre qu'avec les tarifs douaniers, il y ait une poussée d'inflation. Pour l'instant, on ne la voit pas. On a l'impression que ces tarifs douaniers ont été absorbés plutôt par les entreprises américaines, d'ailleurs, que par les entreprises exportatrices vers les États-Unis. Et l'inflation, donc, tourne toujours. Alors, elle est un peu supérieure à ce qu'elle est en zone euro, mais elle est à 2,7. Donc là aussi, elle se rapproche de la cible de 2% de la Fed. Et l'inflation sous-jacente, elle, est à 2,6, donc encore un peu au-dessous. Niveau inférieur. Si on fait maintenant un zoom sur la situation française, on a enfin un budget en France, mais après avoir connu une période assez agitée au sein de l'Assemblée, avec un spectacle pas toujours très, très réjouissant. On sait qu'il y a une absence de majorité et que finalement, on a un budget qui a été adopté au 49.3, même si ça avait été écarté dans un premier temps, qui ne satisfait réellement personne. Et qui ne résout pas beaucoup de problèmes, puisque l'objectif de déficit affiché dans ce budget reste à 5% du PIB, donc bien au-delà des 3% qui est la cible.
Et on dit déjà que le budget de la sécurité sociale, qui a été pourtant adopté il y a quelques semaines, sera d'ores et déjà plus important que ce qui a été annoncé. Donc, on voit qu'on a un budget qui a écarté les mesures de fond sur les retraites, par exemple. Les réformes structurelles n'ont pas été faites, pas d'éléments sur la politique permettant de faire remonter le taux d'emploi ou de réforme de l'État. Donc les problèmes structurels restent. On a juste à ajuster à droite et à gauche comme on l'a pu pour pouvoir faire baisser le déficit de 5,4 à 5. Et même cela, on n'est pas sûr de l'atteindre. Donc, un exercice qui finalement ne satisfait personne. Pour autant, quand on regarde l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, les marchés sont plutôt rassurés. Finalement, on essaie quand même de faire un effort de réduction du déficit. Il y a quand même un budget. Alors, ça ne résout rien, mais pour l'instant, ça satisfait quelque peu les marchés, puisque l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, qui était monté jusqu'à 0,85%, est aujourd'hui aux alentours de 0,60%. Est-ce que l'affaire est entendue et que l'on va rester à ces niveaux-là ? Rien n'est moins sûr. C'est ce que l'on verra dans les semaines et les mois qui viennent. Si on regarde maintenant les écarts de taux entre les emprunts des entreprises et les emprunts d'État, vous avez ici les écarts de taux des entreprises par rapport à l'OAT sur 2 mois. Et vous voyez que finalement, ces écarts de taux sont restés assez stables. Donc on a des écarts des spreads, ce qu'on appelle les spreads de crédit, c'est-à-dire de rémunération du risque de crédit, qui sont à un niveau plutôt faible historiquement et qui sont restés stables. On voit que les variations, lorsqu'il y en a, elles sont plutôt liées à un émetteur particulier qu'à l'ensemble du marché. Puisque pour certains, comme vous voyez sur ces graphiques, ces écarts ont eu tendance à augmenter légèrement, pour d'autres à diminuer légèrement, même si globalement, on a plutôt une stabilité. De la même manière sur le high yield, parce que là on voit beaucoup effectivement d'investment grade. Alors c'est pareil sur le high yield, où les écarts de taux se sont plutôt réduits et où on a quand même des différences assez sensibles d'une signature à l'autre. Si on regarde ce que nous avons recommandé sur le fonds Origine que nous conseillons et qui est géré par la société de gestion Messier-Autingre, on voit qu'on a maintenu une vie moyenne assez stable aux alentours des 5 ans et demi et que l'on a légèrement augmenter le risque de crédit de façon à relever un peu le taux de rendement offert par le portefeuille. Et ça de manière très spécifique parce que c'est clairement le choix des émetteurs qui va faire la différence sur la performance du portefeuille. Comme on l'a vu précédemment, les évolutions sont assez différentes d'un émetteur à l'autre. En conclusion, pour l'instant, et compte tenu de la nomination du nouveau président de la Réserve fédérale, il n'y a pas d'évolution majeure à attendre de la politique monétaire, que ce soit de la Fédérale Réserve ou que ce soit de la BCE. Donc, on attend plutôt un statu quo. La BCE doit se prononcer cette semaine. Ouais. Ça devrait être plutôt un statu quo. Donc, un statu quo pour l'instant. Et on s'attend toujours à plutôt des baisses de taux. 2 à 3 pour la Réserve fédérale, 1 à 2 pour la BCE au cours de l'année, surtout si la tendance de l'inflation reste à la baisse comme elle est. Et le dernier chiffre, encore une fois, de l'inflation en France laisse suggérer qu'on pourrait avoir une inflation qui baisse encore et donc qui pourrait amener, y compris la BCE, à baisser ses taux, surtout si l'euro reste aussi fort face au dollar.
Dans ce contexte-là, les courbes de taux devraient rester pentues, avec ces taux courts qui baissent et des taux longs qui, compte tenu des niveaux d'endettement, continuent à être élevés, surtout si il y a une inflexion sur le quantitative easing aux États-Unis. D'où le travail du bond picking encore plus important. D'où voilà, un travail de sélection des émetteurs, de positionnement sur la courbe qui va être un élément déterminant de la performance des portefeuilles obligataires dans les mois qui viennent. Enfin, le tumulte du monde, eh bien, pour l'instant, il ne se calme pas. Et donc, on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises, d'ailleurs, dans les deux sens, c'est-à-dire soit dans le mauvais sens, avec des conflits qui s'enveniment et le passage à des situations de guerre, soit au contraire des bonnes surprises avec des négociations qui aboutissent et un apaisement des relations internationales qui offre un contexte plus favorable. Très difficile aujourd'hui de dire ce qu'il en sera. Ce que l'on voit, c'est encore une fois que les marchés ont pris acte de cette situation troublée sur le plan géopolitique et gardent leur calme dans cette agitation en regardant plutôt les fondamentaux des économies américaines et européennes. Très bien. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir éclairé notre lanterne aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié et puis on vous retrouve dès le mois prochain pour un nouveau webinaire. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.